Que la paix soit sur vous, les amis, j'ai la voix bousillée, non pas parce que j'aurais attrapé l'arnacovirus, mais parce que j'ai hurlé Muspranofix dans la rue pendant plusieurs minutes. Non, ce n'était pas une crise de folie. Il y avait deux voisins qui étaient en train d'en venir aux mains avec un couteau, et je me suis dit, on sait jamais, peut-être ça va les calmer. Je ne sais pas si c'est ça, ou si c'est l'intervention de la femme de l'un d'eux, ou les deux, mais ils se sont effectivement calmés. Donc tout ça, c'est évidemment le résultat du confinement. Et en hurlant Muspranofix, j'espérais déjà les déconcerter et donc faire retomber un peu l'agressivité et aussi bien sûr activer l'égrégore naissant de Muspranofix. En tout cas, c'est clair que là j'ai bossé pour l'égrégore, parce que vraiment j'ai crié et puis en plus longtemps quoi. Bref, ça a été l'occasion de faire la connaissance des voisins et des voisines, puisqu'après ça a viré à la grande explication. Comme quoi, ils veulent nous diviser, puis au final, ça va peut-être avoir l'effet inverse, si Dieu le veut. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler, en fait, d'un sujet fort intéressant pour moi, j'espère que ça va vous intéresser aussi, le tarot de Marseille. Alors, pourquoi c'est important? Parce qu'il y a énormément de gens qui passent beaucoup de temps à se tirer les cartes, et à méditer sur les cartes du tarot. J'en ai fait partie avant ma conversion à l'islam, j'ai même pris des cours de tarot, j'étais extrêmement attaché à mon jeu de tarot, et maintenant, j'ai forcément un tout autre regard sur le tarot, puisque, comme je vous disais la dernière fois, les symboles sont agissants, actifs, ce sont des outils de programmation mentale, et donc, le tarot de Marseille, dans la mesure où des personnages y sont représentés, il constitue aussi une programmation mentale, et on va voir laquelle. Donc là, le thème de cette vidéo, c'est le tarot de Marseille à la lumière des neurones miroirs. Donc à quoi nous incite le tarot de Marseille quand on le médite et donc l'observe longuement, quand on se concentre sur chaque carte? On va voir. On va parler de chaque carte. Vous allez voir, c'est rigolo. Alors, on commence par le battleur, la carte numéro 1, qui représente un bonhomme en train de jouer. Alors, quel genre de jeu? Ça a l'air quand même d'être des jeux du genre petite escroquerie dans la rue. Donc le tarot de Marseille, ça remonte au Moyen-Âge, et les dessins sont dans cette optique-là, mais on voit bien que c'est un battleur, c'est-à-dire quelqu'un qui fait des petits tours de magie, de prestidigitation, donc rien de fort constructif, rien de très négatif non plus, mais enfin c'est pas extraordinaire comme modèle à suivre, puisque les neurones miroirs font qu'on va s'inspirer, surtout si on passe des heures et des heures à méditer devant la carte, et donc à la regarder. Alors ensuite, deuxièmement, la papesse. Alors là, la papesse, pour le coup, c'est quand même un symbole positif. Pourquoi? Parce qu'elle a un livre sur les genoux et qu'elle est en train de lire. Donc là, on a une autorité spirituelle féminine en train de lire un livre, et pour le coup, cette carte-là, en tant que, si on analyse dans la perspective neurone miroir, elle est positive puisqu'elle pousse à la lecture. C'est cool. Troisième carte, l'impératrice. Alors là, nous avons une femme qui a l'air de régner. Elle est sur un trône, elle tient un globe dans sa main gauche et une espèce de blason ou d'aigle dans sa main droite. Donc là aussi, on peut dire que c'est quand même positif dans la mesure où c'est une figure de pouvoir calme et serein et féminin, moi ce qui me paraît fort sympathique. Quatrième, l'empereur, un homme qui règne aussi, stabilité, bien installé, bon, il a les jambes un peu croisées, mais là aussi, ça va, il est sur son trône, c'est bon. Alors, cinquième carte, le pape. On a un personnage de pape qui a l'air de bénir deux petits personnages. Jusque-là, ça va. Donc, les 5 premières cartes, finalement, c'est pas si mal, c'est même plutôt bien, sauf la première qui est peut-être pas extraordinaire. Mais vous allez voir qu'après, il y en a qui sont carrément toxiques, des cartes. Alors, la 6e, c'est l'amoureux. C'est un homme qui a l'air d'hésiter entre deux femmes. Donc là, pour le coup, il y a un côté... j'ai le choix, mais j'ai trop le choix, et je sais pas ce que je veux. Donc c'est pas super constructif. Les deux femmes le sollicitent également. Du coup, il y a une forme de déséquilibre, et un petit ange armé d'une flèche, ayant un arc, genre Cupidon, est au-dessus de la scène. La 7e carte, c'est le chariot. Alors c'est un jeune homme qui est sur une espèce de chariot, mais qui ressemble aussi à un théâtre, une scène de théâtre, parce qu'il y a des petits rideaux. Et ce qu'il y a de particulier,
c'est que les 2 chevaux de son chariot vont dans des sens opposés. Donc d'une certaine façon, on retombe sur le scénario de l'amoureux, en ce sens que, il n'est pas super... on sait pas où est-ce qu'il peut aller, puisqu'il a un cheval qui va à droite et l'autre cheval qui va à gauche. Alors, si on regarde ce que font les personnages jusqu'à présent, il y en avait un qui tenait des petits objets, c'est le battleur, la papesse qui tient un livre, l'impératrice et l'empereur qui tiennent des symboles du pouvoir, le pape qui bénit d'une main et qui tient aussi une espèce de symbole de son autorité spirituelle de l'autre, l'amoureux, il fait rien, il est debout mais il fait rien, les 2 femmes elles font rien non plus sauf qu'elles ont l'air de le solliciter, le chariot, il tient pas les rênes, c'est dommage, ça va être difficile d'aller où il veut s'il tient pas les rênes de ses chevaux, et que en plus, ces 2 chevaux vont dans une direction opposée, donc il faudrait déjà qu'ils mettent ces chevaux d'accord, il y en a un rouge et un bleu. Alors maintenant on arrive à la justice, alors la justice elle a une épée et une balance, alors c'est mieux que maintenant puisqu'elle a pas les yeux bandés, depuis la création du tarot de Marseille, la justice s'est bandé les yeux. Donc dans la mesure où elle a une balance, on peut dire qu'elle est en train d'exercer la justice, ok là ça va. L'ermite, il tient une lanterne et il tient un bâton, il a l'air de marcher probablement dans la nuit, et il paraît âgé, c'est le 9. Le 10, c'est la roue de fortune. Alors là, il y a 3 animaux, qui sont mi-humains, mi-animaux, un qui grimpe, l'autre qui se casse la gueule, et un qui trône. Mais on sait très bien que celui qui trône va se casser la gueule. Alors, ils ne font rien, en ce sens qu'ils subissent certainement le mouvement de la roue de fortune. Ils sont sur la roue de fortune, cette carte s'appelle la roue de fortune, et il y a une petite manivelle, mais personne ne la tient. Donc là, il n'y a pas d'action qui soit suggérée, sauf celle de s'accrocher pour monter et de s'accrocher pour pas tomber. Mais enfin, c'est pas vraiment des actions au sens strict. La force, le 11, la force, elle devrait quand même faire quelque chose. Eh bien oui, elle fait quelque chose, mais ce qui est bizarre, c'est qu'elle ouvre la gueule d'un lion. Alors, pourquoi? Est-ce que c'est pour lui examiner les dents? Donc là, il y a quelque chose de illogique, et c'est pas fini les trucs illogiques, puisqu'elle ouvre la gueule d'un lion, donc a priori si le lion est dangereux, il serait plutôt question de fermer la gueule du lion. Et si elle l'ouvre de force, eh bien on se demande pourquoi faire. Alors, le tarot de Marseille a quelque chose de particulier, en ce sens qu'il y a quand même pas mal de figures féminines associées au pouvoir. La papesse, l'impératrice, la justice et la force. En cela, c'est un jeu de cartes qui a une petite dimension, entre guillemets, féministe. Alors ensuite, ou un oracle, on va dire. Ensuite, on arrive au 12, le pendu. Alors là, pour le coup, ça suggère strictement rien comme action, puisqu'on a un type, la tête en bas, attaché par un pied, et en plus les mains derrière le dos. Il semble aussi avoir les mains attachées derrière le dos. Donc, si on pense en termes de neurones miroirs, cette carte ne peut qu'induire un sentiment d'impuissance, et le sentiment, la sensation, qu'on ne peut strictement rien faire. Alors, on arrive à la carte 13, et la carte 13, ce qui est curieux, c'est qu'en fait, c'est la seule carte où il y a un personnage qui est représenté en train de bosser de façon constructive, puisque c'est un personnage qui est en train de faucher. Donc là, c'est bien, c'est le côté récolte et tout ça. Sauf que, qui c'est qui fauche? Eh bien, c'est un squelette, c'est la mort, et elle est en train de faucher des têtes et des mains. Donc, la seule carte de tout le jeu où on a quelqu'un qui faisait quelque chose qui peut éventuellement conduire à la création de valeur et de richesse, ou de pain, tout simplement, eh bien, c'est la mort. Donc, quelque part, là, les cartes qu'on a vues, elles sont très dissuasives par rapport au boulot. Elles découragent de travailler, en fait. Alors, on continue. La carte 14, qui est censée être très positive, tempérance, donc équilibre, etc., eh bien, c'est une espèce d'ange féminin, et que fait-elle? Elle transvase d'un vase bleu dans un vase rouge. Alors, un liquide. Donc là, on a affaire à une action qui certes n'est pas nocive, mais qui ne présente strictement aucun intérêt. Je parle pas de la dimension symbolique, de ce qu'on voit. On voit un être humain, avec des ailes, qui verse un liquide dans un autre, qui verse un liquide, oui, d'un récipient dans un autre. Donc, aucun intérêt. On a quand même pas mal d'activités sans intérêt, comme ouvrir la gueule d'un lion,
s'il veut pas l'ouvrir, pourquoi lui forcer à l'ouvrir, comme faire joujou, le butler, ou comme ici la tempérance, faire des transvasés. Le diable. Alors le diable, carte 15, eh bien c'est le diable justement, il tient des petits diablotins sous ses ordres enchaînés, et il a une épée ou un truc en tout cas qui représente son pouvoir. Donc lui là il est en train de dominer des petits êtres enchaînés. Symboliquement c'est pas génial puisque c'est l'idée d'un pouvoir sur les autres, mais au mauvais sens du terme. Donc du coup le 15 fait un peu écho au 5. Dans le pape on avait un personnage qui dominait deux petits êtres, et là on a le diable qui domine aussi deux petits êtres. Dans le pape on avait l'impression que c'était un peu des enfants par rapport à la taille, et là aussi les diablotins du diable ils sont plus petits que lui, ça donne l'impression qu'ils ont la taille d'enfants. Alors le 16 c'est la maison Dieu, donc c'est associé à Dieu, et là on a deux personnages qui se cassent la gueule. Donc qu'est-ce que ça suggère comme action? Ben rien, sauf que ça nous suggère à la limite de nous casser la gueule, de tomber. Mais comme c'est associé à Dieu, c'est l'idée que Dieu c'est l'insécurité et le danger, et pas la sécurité. Donc là cette carte là, la carte 15, c'est de la propagande contre Dieu. Et la maison Dieu, donc deux personnages qui tombent, qui sont frappés par une espèce de foudre symbolique. Donc c'est la tour qui est frappée par cette espèce de foudre, et les gens tombent. Donc là on voit bien comment la combinaison de texte et d'image fait passer un message fort, mais qui reste totalement implicite. Là c'est vraiment une pub contre le monothéisme. L'étoile, carte 17, là on a une femme qui verse de l'eau dans une rivière. Alors là déjà c'est encore plus con que, excusez-moi d'être vulgaire, mais c'est encore plus con que la carte 14, parce que dans la carte 14, on pouvait imaginer que quand même il y avait un intérêt à verser un liquide d'un récipient dans un autre, mais verser de l'eau dans une rivière, là pour le coup, ça va être extrêmement difficile d'argumenter pour dire que ça sert à quelque chose. Parce que à la limite, si elle veut... si elle a trop d'eau, elle pourrait le verser sur la terre, et là ça pourrait arroser des plantes. Mais là, elle verse de l'eau dans de l'eau. Aucun intérêt. Donc, carte qui est censée être positive, mais en termes de neurones miroirs, ça ne nous suggère rien de bon. Carte 18, la lune. Alors là, on a la lune et des espèces de petits chiens qui ont l'air d'aboyer à la lune. Bah, on peut dire qu'ils ne font rien. On a aussi une espèce d'écrevisse dans l'eau, mais aucune figure humaine auquel on pourrait s'identifier. Le soleil, deux petits personnages qui ont l'air de bien s'aimer sous le soleil. Alors là, on pourrait considérer que ça représente l'amour. Donc c'est une carte plus sympathique quand même que beaucoup d'autres, mais en même temps, ils ne font rien encore une fois. Ils sont juste côte à côte. Alors c'est vrai, il y en a un qui met sa main sur le cou de l'autre. Donc à la limite, on pourrait dire que ça représente l'amour. Mais bon, entre enfants, pas entre adultes. Donc, bof. Le jugement, carte 20. Donc là, on a une espèce de couple âgé qui a l'air de prier, et une espèce de bébé qui a l'air de sortir de sa tombe avec un ange qui joue de la trompette. Donc là, à part le fait que ça nous incite, par le biais de neurones miroirs, à nous mettre un instrument avant, du type trompette, voilà quoi. Les deux personnages qui prient, on sait pas ce qu'ils prient, donc c'est pas très clair. Et le petit bonhomme, il est de dos, donc c'est peut-être un bébé qui sort, mais c'est pas très clair non plus. Et enfin le monde, carte 21, un personnage féminin qui a l'air complètement allégorique, qui ne fait rien non plus, qui tient des objets dans ses mains mais qui ne fait rien, entouré par bœuf, lion, ange et aigle. Et enfin le mat, alors le mat il fait quelque chose, il s'en va, et en ce sens-là il ressemble un peu à l'ermite, sauf que lui il s'en va en tenant, il tient un bâton à la main comme l'ermite, par contre il a un baluchon sur l'épaule, donc ça pourrait être un symbole de voyage. Mais problème, il se fait aussi mordre les fesses par une espèce d'animal, comme un chien, et il ne s'en défend pas. Donc là, on a un peu, comme le 12, une suggestion d'impuissance, parce que il pourrait quand même, avant de prendre la route, donner un grand coup de bâton au chien, et donc se débarrasser de cette nuisance, parce que là, il a quand même un animal qui est en train de lui mordre les fesses. Donc vous voyez, il n'y a rien finalement en termes d'action qui soit vraiment positive, à part la papesse. À part la papesse, franchement, qui lit, mais aucun autre personnage, et à part la mort, la carte 13, qui fauche. Donc à part la carte 2 et la carte 13, mais la carte 13, le problème c'est qu'elle est totalement sinistre, donc du coup ça peut pas vraiment inciter à passer à l'action, Au contraire, ça donne plus envie de partir dans l'autre sens. Donc à part la carte 2 et la carte 13, aucune action constructive
n'est représentée. Aucune. Par contre, on a plusieurs actions idiotes. Alors l'action idiote numéro 1, c'est celle de l'étoile. Jeter de l'eau dans une rivière. Waouh, super débile. L'action débile numéro 2, c'est celle de la carte tempérance. Verser de l'eau dans d'un récipient dans un autre. Et l'absence d'action pas du tout maligne, c'est celle du mat qui se laisse mordre les fesses sans y prêter attention. Et enfin, évidemment, on a la carte de l'impuissance absolue, le pendu, en 12. Et là, vous voyez, donc là, on a analysé je sais très bien, il y a plein de gens qui vont dire, enfin, ou qui vont penser, bon, ils vont peut-être pas forcément non plus tomber sur cette vidéo, mais il y a plein de gens qui diraient, mais non, vous avez rien compris, c'est symbolique, c'est symbolique. Et en fait, symbolique ou pas symbolique, il y a les neurones miroirs qui jouent. Donc, forcément, on est quelqu'un qui passe du temps à méditer sur ses cartes, et ben, il est poussé, quoi, à rien faire de vraiment constructif. Sauf s'il médite sur la carte 13, et à la limite, là, il pourrait être motivé pour aller faucher des têtes et des pieds, donc c'est pas non plus très constructif. Hein. Même si l'action elle-même de faucher est plutôt bonne, si c'était du blé, ça serait constructif. Mais là, vu le contexte, ça l'est pas. Et c'est pour ça que le tarot de Marseille est quand même, malgré le fait que certaines personnes l'utilisent et réussissent à en tirer quelque chose de positif, mais quand même, par rapport au dessin eux-mêmes, on a affaire à un jeu de cartes qui est plutôt néfaste. Et des oracles, c'est-à-dire des jeux de cartes dont on se sert soit pour faire des prédictions, soit pour se comprendre, enfin, il y a plein de façons d'utiliser les jeux de cartes du type oracle, il y en a d'autres, certainement beaucoup plus constructifs, parce que de nos jours, il y a de plus en plus de gens qui font des jeux de cartes, donc pour servir d'oracle, donc il y en a certainement des plus constructifs. Mais il reste à faire un jeu de cartes qui soit réellement totalement constructif, où au niveau des neurones miroirs, on ne suggérerait que des actions positives. Des gens qui s'entraident, un couple qui se fait des bisous, oui, ce genre de choses. Voilà, bon, ben c'était des considérations relativement anecdotiques, mais bon, moi ça m'intéresse parce que je pense que c'est intéressant de comprendre en fait le pouvoir des images, le pouvoir que les images ont sur nous. Et pour ça, ben, il faut finalement revenir à un point de vue très très basique et se dire, est-ce que j'ai intérêt à faire ce que je vois la personne faire? C'est pour ça aussi que moi je suis toujours choquée et outrée et vraiment horrifiée quand je vois sur les murs des publicités pour des films d'horreur avec des gens qui décapitent d'autres personnes. C'est de l'incitation au meurtre, clairement, c'est de l'incitation au meurtre. Et les gens qui font ça, ils le savent très bien, très très bien, ils le savent. Nous on le sait pas, mais eux ils le savent. Bref, à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. À bientôt les Gaulois et les Gauloises.